l'homme, la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tempo Afrique TV. Toutes nos excuses pour ce retard de l'émission Grand Débat. Aujourd'hui, Serge Nyawa est absent et à sa place, Yves Kenao pour vous présenter ce grand débat. Le thème, c'est la situation sociopolitique au Zimbabwe après la chute du grand Robert Gabriel Mugabe. Et pour analyser cette situation, comment sortir de cette crise et quels sont les avenirs, quel est l'avenir de ce peuple zimbabwéen et de tout le continent africain compte tenu de cette figure charismatique qu'était Robert Mugabe, nous allons ensemble nous pencher sur cette situation, l'analyser minutieusement et trouver des solutions, des approches de solutions à ce problème. Et pour tout cela, nous avons invité, j'ai invité mon ami de tous les jours, M. Atisso Komivi. Il n'est plus à être présenté, tout le monde le connaît, c'est monsieur le sport de la maison et c'est aussi un grand politologue, un grand politicien, un grand de la situation. Il connaît bien la politique africaine. Il va nous expliquer les raisons et les raisons qui ont conduit probablement à la chute du grand Robert Mugabe. Et de l'autre côté, au téléphone, nous avons le grand Alassane Savadogo, c'est un autre politologue, un grand politicien de la situation et le co-présentateur de l'émission Afrique et Développement, qui se passe aussi sur ces antennes de cette chaîne de Tempo Afrique TV. Mesdames, Messieurs, vous avez déjà le menu de l'émission, de ce grand débat. Avant de commencer, avant d'aller dans les détails du grand débat d'aujourd'hui, je voudrais tout simplement jeter un regard sur la vie de cet homme-là aujourd'hui dont nous parlons. Celui-là qui a été déposé le 15 novembre dernier et qui, en résidence privée, en résidence surveillée, observe l'activité politique que lui-même a menée durant plus d'une cinquantaine d'années. Il s'agit de Robert Gabriel Mugabe. En fait, qui est Robert Mugabe? Robert Mugabe est né le 21 février 1924 à Kutama. C'est un village missionnaire de l'ancienne Rhodésie du Sud. Il a fait ses études au collège de ce village, au collège Kutama, et puis ensuite, il a fait ses études à l'université Fort Hare de l'Afrique du Sud, en Afrique du Sud, dans le quartier qu'on appelle Eastern et Cape. Et de là, il a obtenu le diplôme, le bachelor en art et en histoire. Art et histoire, et surtout aussi en littérature anglaise. Il a aussi fait ses études à Londres, où il a obtenu un bachelor en administration. Après tout cela, il a enseigné. Il a enseigné de 1945 à 1960 en Rhodésie du Sud, en Rhodésie du Nord, et il a enseigné au Ghana, où il a rencontré le grand Kwame Nkrumah, le grand panafricaniste Kwame Nkrumah, qui l'a inspiré. Et là aussi, c'est au Ghana qu'il a rencontré sa toute première femme, avec qui
ils ont fait un enfant qui malheureusement est mort en 1966 quand Robert Mugabe lui-même était en prison. Donc, il a débuté à partir du Ghana. Il a débuté sa carrière politique. Il a été inspiré par Kwame Nkrumah et il a débuté sa carrière politique de 1960 à 1963. Malheureusement, il fut arrêté en 1963 et emprisonné pendant plus de 10 ans. Donc, de 1963 à 1975, Robert Mugabe était en prison. Et quand il est sorti de la prison de 1975 à 1979, il s'est engagé dans une guerre de guérilla, une guerre contre les Blancs de Rhodésie du Sud, qui aujourd'hui est devenu Zimbabwe. Et lui-même, il était dans le maquis. Il a combattu. Il était un commandante, comme eux-mêmes ils l'appellent. Et maintenant, de 1979 à 1980, comme il était un guérilla, il a fallu nécessairement qu'on négocie. Et c'est en ce temps qu'il y a eu cette fameuse maison qu'on appelle Lancaster House de Londres. Ils se sont rendus en Londres pour négocier la fin des hostilités en Rhodésie du Sud. Et cette négociation, cet accord de Lancaster House a permis l'organisation du référendum de 1980 pour l'indépendance de la Rhodésie du Sud. Et en février de 1980, le référendum a été lancé et le parti ZANU de Robert Mugabe a remporté largement ce référendum. Et du coup, Robert Mugabe devient le premier ministre de Rhodésie du Sud, où il change le nom de Rhodésie du Sud en Zimbabwe. Donc, en 1980, il devient premier ministre. De 80 en 87, Robert Mugabe refait les réformes constitutionnelles et il supprime le poste de premier ministre. Et il devient en 1987 président de la République de Zimbabwe. Et en même temps, il change le nom de la capitale qui était Salisbury à Harare. Harare. C'est vous que je cherchais. À Harare, ça ne vient pas. Bon, mais très tôt, il a promis, quand il prenait le pouvoir, il a promis qu'il va régler les problèmes raciaux entre les Blancs et les Noirs. Et dans son gouvernement, il avait introduit des Blancs dans son gouvernement pour montrer qu'il n'y a pas de discrimination. Mais très tôt, les relations se sont détériorées et les Blancs ont commencé par immigrer en Afrique du Sud. De 1995 à 2000, il a commencé par faire des réformes de terrain. C'est là que le gros problème a commencé. Il a commencé par retirer tous les terrains que les Blancs possédaient. Les Blancs avaient pris des Noirs pour redistribuer aux Noirs Sud, aux Noirs zimbabwéens, pour qu'ils puissent travailler. Cela a mené un grand mécontentement et une contestation de l'Angleterre. À partir de là, il y a eu des sanctions et l'économie a commencé par dégringoler. Et en 2008, il y a eu réforme, il y a eu élection législative. Mugabe n'arrive pas à avoir la majorité. Il doit négocier, il doit cohabiter avec son rival du mouvement démocratique pour le changement, MDC. Morgan Tsvangirai. Voilà. Et maintenant, les problèmes commencent. Il doit partager les pouvoirs. Et il les a fait comme ça jusqu'en 1993. Et dedans, sa femme aussi avait joué. Entre-temps, comme sa première épouse était décédée, il s'est marié, il s'est remarié. Et encore une fois, pour cette histoire, c'est cette dame-là qui est devenue vraiment très, très, très puissante. Et depuis 2008 jusqu'à 2013, jusqu'à ce jour, d'aucuns diront que c'est sous l'influence de cette dame-là que ce coup, j'appelle coup, a été arrivé. Mais voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce grand homme qui a de temps en temps eu des discours controversiaux est en résidence surveillée. Alors, chers panélistes, Alassane Stavadogo au micro,
au téléphone, Atis Komi ici au studio, et Serge Nyawa à Saint-Cloud. À toi, je dis bonsoir. Si tu as l'écoute, tu peux nous appeler ici pour participer. Alors, très rapidement, chers paralystes, que pensez-vous de cette situation de Zimbabwe depuis le 15 novembre dernier où le grand Robert Mugabe a été déposé par cette armée-là que lui-même il a formée? Monsieur Atisso. Merci, monsieur Nyawa. Et... Ah non, c'est monsieur Kenao. Monsieur... Oh, salut. Merci, monsieur Kenao. Ouais. Et salut à tous les téléspectateurs de Tempo Afrique TV. Et la situation au Zimbabwe nous préoccupe tous. Mais moi, selon moi, monsieur Mugabe n'est même pas en résidence surveillée. Et puisque au lendemain du coup d'État, il s'est déplacé à l'université d'Harare pour décorer les nouveaux gradués. Donc, si un président est en résidence surveillée, ou bien si coup d'État il y a, on ne peut pas se permettre de laisser le président déchu pour aller sortir, faire des déclarations et donner des diplômes aux étudiants. Donc, ça met un peu une nuance sur ce coup. Alors, revenons rapidement ou bien au déclencheur de ce qui arrive. Ouais. Je dirais que Robert Mugabe, avec tout le respect que je lui dois, et même je me porte même en tant que politicien, j'adopterai la politique de Robert Mugabe, c'est ce que je me disais. Donc, peut-être en quelque sorte mon mentor. On arrivera là. Alors, monsieur Alassane, quelles sont vos impressions, quelles sont vos analyses sur la situation actuelle au Zimbabwe avec cette chute du grand Robert Mugabe? Robert Mugabe, compte tenu de la lutte qu'il a menée pour conduire son pays à l'indépendance et restaurer en quelque sorte la dignité de l'homme noir. Bon, parce que c'est la ségrégation qui a conduit aux différentes luttes que le Zimbabwe a connues et Mugabe en était le leader. Et autour de lui, il y a des vétérans qui l'ont soutenu. Et bon, certainement, il était promis qu'il allait diriger le pays ensemble. Mais au fil du temps, on s'est rendu compte que Mugabe a voulu faire la gestion du pays à un patrimoine familial lui-même. Et c'est ce qui a conduit certainement à les militaires. Monsieur Alassane, vous nous parlez sur le speaker? Oui. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez parler nous directement? Parce que ça, on a une certaine interférence à ce niveau-là. Ok. Voilà, c'est mieux. Donc, je dirais que Mugabe, il y a une coalition qui dirigeait le pays. Bon, en fait, il y a une coalition avec les vétérans. Ouais. Les vétérans avec qui il a combattu pour la libération du pays. Ouais. Donc, au fil du temps, on s'est rendu compte que la gestion du pays devenait familiale. Ouais. Il avait commencé à éliminer, à écarter du moins tous ceux qui ont mené la lutte avec lui pour replacer sa femme précisément au centre des affaires. Ouais. C'est ce qui a conduit à ce coup de force. Mais les militaires refusent de qualifier ça de coup d'État. Bon, voilà pourquoi, pour ne pas tomber dans les sanctions de la communauté internationale. Voilà pourquoi ils disent que ce n'est pas un coup d'État, mais un changement, ils voulaient à la tête du pays. Voilà. C'est pourquoi il a été autorisé à aller assister à une cérémonie de remise de diplôme à l'université d'Harare. Ouais. Deux jours après le coup de force qu'il avait assigné à résidence surveillée. Ouais. Donc, j'ai du respect pour Mugabe, mais en fait, ce que moi je déplore, c'est les longs règnes. Bon, en fait, l'homme est mortel. Donc, pour quelqu'un qui est au pouvoir, même si tu fais du bien pour ton pays, il faut tout faire pour mettre en place des institutions fortes pour que le système pérennise. Ouais. Au lieu de dire, voilà, que si moi je ne suis pas là, c'est le chaos. Bon, il faut penser à mettre en place des institutions fortes. C'est ce que je déplore dans les longs règnes, tout comme ce qui s'est passé en Libye.
Pour le moment, c'est mon appréciation de la situation au Zimbabwe. Vous, en tant que politicien, comment vous pouvez qualifier les sortes de termes les militaires ont dit que ce n'est pas un coup. Quelle terminologie pouvez-vous trouver à cette situation, à cet acte des militaires? Si ce n'est pas un coup, c'est un push. Si ce n'est pas un push, c'est quoi? Comment on peut? Ou bien c'est une nouvelle terminologie qu'il faut utiliser? En fait, il n'y a pas un concept précis qu'eux-mêmes ils ont donné. Ils disent qu'ils veulent un changement de main. Et voilà pourquoi, pour ne pas tomber dans les sanctions de la communauté internationale. Donc, pour le moment, ils sont en négociation. Pour que celui qui était censé être son dauphin puisse prendre la relève et puis continuer. De sorte à ce qu'il ne tombe pas dans les sanctions internationales. Ok. Donc, il n'y a pas de concept précis qu'ils ont collé à cette situation. Ok. On vous retrouve. Restez toujours en ligne avec nous. Et on va recevoir M. Atisso et puis on revient à vous. M. Atisso, vous voulez dire quelque chose là? Oui, je voulais dire que M. Savadogo disait que le coup d'État, il ne le qualifie même pas de coup d'État. Moi, je dirais que le problème qui se pose ici, c'est que les militaires qui ont mené l'action ont du respect pour Robert Mugabe. Ils ne veulent pas manquer du respect de Robert Mugabe, du fait que ce que Robert Mugabe a fait pour le pays, que Nelson Mandela n'a pas arrivé à faire pour l'Afrique du Sud. Robert Mugabe s'est débarrassé totalement des Blancs. De deux, Robert Mugabe, quand on voit son âge, on sait qu'il ne va plus rester là longtemps. Mais le problème, c'est sa femme qui devient encombrant. Sa femme qui n'a même pas été de la lutte pour l'indépendance. À cause de sa femme, Robert Mugabe a viré son dauphin, qui a été aussi un camarade d'armes, un camarade de lutte, qui devait prendre le pouvoir après Robert Mugabe, qui était d'ailleurs le vice-président. Et que, voyant la santé et l'âge de Robert Mugabe, est le numéro 2 du pays. Mais les militaires ont également ce même respect pour ce vice-président qui a été limogé. Et ils voient que la femme de Mugabe est en train de s'accaparer de ce qu'ils ont fait ensemble. Donc c'est pourquoi, pour ne pas aussi humilier Robert Mugabe, c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu faire un coup d'État, mais c'est un rappel à l'ordre. Moi, je le qualifierais d'un rappel à l'ordre, se débarrasser de la femme de Mugabe qui devient très très encombrant et insupportable pour les camarades de Robert Mugabe. Voilà, très rapidement, nous allons entamer les raisons, puisque M. Savadogo avait déjà annoncé une, et toi aussi, sa femme qui devenait un peu encombrante. M. Savadogo, vous pensez que c'est seulement l'ingérence totale de la femme de Robert Gabriel Mugabe dans les affaires politiques du pays, cette ingérence a amené les militaires à agir, ou bien vous pensez que la communauté internationale qui cherchait par tous les moyens à déstabiliser, à faire chuter Robert Mugabe, a aussi son mot à dire dans cette situation actuelle que subit le Zimbabwe? Ouais, en fait c'est les deux. Je dirais que c'est les deux. La communauté internationale cherche à se débarrasser de Mugabe. Pour le fait que il a eu à retirer les terres qui appartenaient aux Blancs. Ouais. Donc avec l'appui de l'Angleterre, l'appui de l'Angleterre et des États-Unis, ils ont imposé des sanctions sur le régime de Mugabe. Ça c'est un. Et deuxièmement, la femme est en train de prendre, est en train de monter en fond, et pas seulement, il est normal qu'elle fasse la politique. Mais on se rend compte que la corruption a pris vraiment une allure très galopante. Ouais. La femme est impliquée dans beaucoup de corruption, vu vraiment le style de vie qu'elle mène, les dépenses extravagantes qu'elle mène. Ça ne fait que irriter la classe politique qui a combattu avec Mugabe. Donc, c'est des deux côtés, la communauté internationale et puis les attitudes de la femme.
Est-ce qu'on ne pouvait pas seulement sanctionner la femme et laisser Mugabe au pouvoir? Il est en train d'exercer au sommet de l'État. Est-ce qu'on ne pouvait pas sanctionner seulement la femme et laisser Mugabe au pouvoir? Est-ce que c'était faisable ou pas? Atso. Ouais, mais bon, vous savez, Ouais. la femme a un poids. Très souvent, les femmes ont un poids sur les maris quand il s'agit de la politique en Afrique. Bon, elles ne savent pas faire la différence entre les affaires familiales et puis les affaires de l'État. Ouais. Bon, et les messieurs se laissent emporter très souvent. Et bon, c'est ce qui crée le problème. Et bon, la communauté internationale aussi veut se débarrasser de Mugabe. Bon, sinon, bon, je ne pense pas qu'on puisse sanctionner seulement la femme. Et puis, si la femme se comporte ainsi, c'est qu'elle a le soutien, elle aussi, elle a le soutien de son mari. Oui, vous n'avez pas tort quand même. Monsieur Atisso, vous savez que monsieur Robert Mugabe a des positions vis-à-vis de l'Occident, des positions rigides vis-à-vis de l'Occident. Et l'Afrique était devenue le centre même de choses, des préoccupations de Robert Mugabe, comment développer l'Afrique, comment libérer complètement et totalement l'Afrique. Vous n'oubliez pas qu'il a dit que l'Union africaine était prête à sortir de la CPI. Alors que, est-ce que vous pensez que cela lui a coûté quand même, ce discours de la sortie de l'Afrique de la CPI lui a coûté cette position de présidence? Selon moi, à mon humble avis, je ne pense pas que la position de la communauté internationale a quelque chose à faire avec ceci. Ouais. Si on analyse bien la situation, juste après l'annonce des militaires, qu'est-ce que d'habitude la communauté internationale, de par les voix des autres, condamne ces actions, mais ici, ils n'ont pas condamné. Ça, c'est qu'ils n'aiment pas Mugabe. Ça veut dire qu'ils n'aiment pas Mugabe. Parce que tous ceux qui défendent les intérêts africains sont devenus en même temps des dictateurs sanglants. Comme cela a été le cas de Kadhafi, ouais. Et que les Européens, surtout la France, a qualifié de dictateur qui méprise son peuple. Mais le cas de Mugabe, si la main de la communauté internationale est dans ce coup, je pense que Robert Mugabe serait assigné en résidence surveillée. Il n'allait même pas sortir. Et les militaires auront un autre langage. Vous ne croyez pas que c'est une nouvelle forme de dénomination? Je ne pense pas, parce que le cas express, ce qui a précipité ceci, ouais. C'est que quand on va un peu en arrière, et dans ce même mois même, ouais. Et le vice-président qui a été inversé, ses partisans ont huilé la femme de Mugabe, qui est Grace Mugabe. Oui, Grace Mugabe. Ouais. Donc, c'est ça. On dit même qu'elle n'aimait pas, de Zimbabwe. Elle n'est pas née au Zimbabwe. Elle est née en Afrique du Sud. Elle était la secrétaire de Robert Mugabe. Ouais. Donc, c'est comme ça, et elle s'est mariée à Mugabe. Donc, les militaires qui sont fidèles à Robert Mugabe et en même temps fidèles au vice-président que Robert Mugabe a évincé au profit de sa femme, voient que Robert Mugabe est aussi vieux qu'il n'arrive plus à maîtriser sa femme. C'est ce que je dirais. Il n'arrive plus à maîtriser sa femme. Donc c'est ce qui fait que sa femme dit, c'est ce qu'il fait en quelque sorte. Donc c'est à l'ordre de sa femme qu'il a inversé ce vice-président. Selon moi, mais bien sûr. Et puis, pour rappeler à l'ordre ça, les militaires ont vu que laisser la femme de Mugabe aller, ça veut dire que si c'est comme on dit chez nous, si le sépa est petit, il faut le tuer. Si vous le laissez, si le sépa grandit, ça va devenir quelque chose d'autre. C'est pourquoi les militaires ont étouffé l'action de Grace Mugabe dans l'œuf. Maintenant, à l'heure où nous sommes, je me permets de dire que Robert Mugabe est toujours le président de Zimbabwe, mais ils ont étouffé la femme dans l'œuf et la femme ne peut plus
être à la vice-présidence ou occuper la vice-présidence. Donc l'action, selon moi, l'action des militaires est aboutie à leur but. Donc c'est vrai que la communauté internationale devait réagir autrement en condamnant le coup d'État. Mais il se permet de dire, vous voyez, Londres a dit il faut retour à Londres a même dit que il ne faut pas qu'il confie le pouvoir à un autre dictateur non élu. C'est-à-dire que le vice-président qui est actuellement en Afrique du Sud, s'il revient, il ne va pas faire quelque chose de différent que ce que Mugabe faisait. Parce qu'ils étaient des camarades. Et c'est les militaires même, ils approuvent la politique de Mugabe. Maintenant, c'est pourquoi l'Angleterre a dit qu'il ne faut pas confier le pouvoir à un autre dictateur non élu. Parce que les militaires ont exigé le retour à l'ordre et la démission de Mugabe et que le vice-président prenne la relève. Ok. Monsieur Alassane Savadogo. Allô Alassane? Alors? Voilà, vous avez vu que depuis le 15 novembre, après juste la chute de Robert Mugabe, nous n'avons pas... Robert Mugabe a été quelques années, 2 ans plus de cela, le président de l'Union africaine. Nous n'avons pas entendu, bon, moi personnellement, je n'ai pas entendu l'Union africaine dire quelque chose sur la situation au Zimbabwe. Que pensez-vous de cette attitude de l'Union africaine? Si vraiment c'est une union pour l'Afrique et qu'un coup d'État se passe dans un pays de l'Afrique, l'Union africaine devrait quand même dire un mot. Mais le silence jusqu'à ce jour, je ne sais pas si, à la dernière minute, je ne sais pas si ma mémoire est bonne, si l'Union africaine a fait une déclaration, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez de ce silence de l'Union africaine? Bon, vous savez, l'Union africaine se limite à faire quelques déclarations, bon, et puis dire que non, bon, pas d'ingérence dans les affaires intérieures des pays. Bon, c'est peut-être quand il y a des coups de force, il condamne, et il condamne. Sinon, bon, quand il s'agit des autres affaires, l'Union africaine ne fait pas de critique dans ce sens. Bon, nous avons vu au Burkina Faso, l'Union africaine s'est déplacée, elle a fait des déclarations. Alors? Nous avons vu le push manqué de Burkina Faso, l'Union africaine a réagi. La CEDEAO a réagi. C'est ça que je dis là. J'ai dit, l'Union africaine se limite à ce genre de déclarations. Mais tant qu'il n'y a pas de trouble comme ça à l'intérieur du pays, et ouais. Comment dirais-je, c'est un problème entre parti au pouvoir et puis opposition. Bon, l'Union africaine se limite à dire, voilà, bon, il faut qu'il y ait de l'entente, des discussions, des pourparlers, ouais. pour ne pas conduire le pays dans une situation de chaos. Bon, l'Union africaine se limite à cela. Sinon, pas critiquer le président ou bien bon, l'opposition en tant que telle. Bon, voilà pourquoi bon, je me dis que c'est peut-être ça qui fait qu'on n'a pas dit voilà, avec ceci, cela. Ok. Ok, M. Atisso? Oui, il n'a pas vous fini. savez, Ouais. Mugabe est au pouvoir, ça fait 37 ans. Ouais. Et au début, il y avait une bonne collaboration avec les Blancs, mais son comportement, de la façon dont il se comportait, bon, on ne le critiquait pas parce que c'est à partir du moment où il a commencé à retirer les terres des Blancs, à attaquer leurs intérêts. Ouais. Et bon, on a vu en lui un dictateur, quoi. Ouais. C'est comme ça que la communauté internationale réagit et se comporte. Ouais. En fait, c'est leurs intérêts, c'est un monde d'intérêts et chacun lutte pour ses intérêts. Une fois que tu commences à toucher à leurs intérêts, Et quand vous touchez, voilà. devient dictateur. Voilà. Voilà. Bon, ils ont le monopole des médias, ils peuvent faire passer toutes sortes d'informations de sorte à salir son image. C'est comme ça que la communauté internationale se comporte. Voilà, nous allons progresser. Monsieur Atus avait quelque chose à ajouter là. Oui, je voulais tout simplement vous dire que l'Union africaine a fait une déclaration par le biais de son président Alpha Condé, et je pense que le 15 il avait dit quelque chose au retour à l'ordre constitutionnel, et aussi hier en France, depuis la France, il a fait une déclaration soit disant que l'Union africaine condamne le putsch et que il espère que l'ordre constitutionnel soit rétabli. Qu'est-ce qu'il entend par ordre constitutionnel? Ordre constitutionnel, je pense que Robert Mugabe
doit retrouver son fauteuil de président, et de là, s'il y a des négociations à faire, si Mugabe se permet de démissionner, le vice-président prenne les règnes. Même Alassane Ouattara avait fait une déclaration disant que Robert Mugabe ne mérite pas de quitter comme ça. Donc il faut que il négocie avec Mugabe pour qu'il puisse sortir par la grande porte. Donc l'Union européenne a fait une déclaration, a condamné le coup. Quand même l'Union africaine a condamné le coup, alors que les autres, la France se permet de dire respecter la Constitution, sans toutefois dire que nous condamnons avec la dernière rigueur le coup. Donc c'est ce que je disais. Entre-temps, Mugabe qui est très très ferme sur ses positions contre les Occidentaux, en commençant par son pays, et les réformes agraires qui consistent à retirer les terres des Blancs et à les redistribuer aux Noirs. Donc c'est ce qui fait que les Blancs qualifient Mugabe de dictateur. Entre-temps, je disais que ce que Mandela n'a pas fait pour l'Afrique du Sud, au moins Robert Mugabe l'a fait pour le Zimbabwe. C'est pourquoi Mandela n'a jamais été qualifié par les Occidentaux de dictateur. Donc il n'a pas retiré les terres, il n'a pas fait la guerre aux Blancs, et il s'est aussi retiré du pouvoir au moment où il est opportun. Donc, mais Robert Mugabe, moi je l'apprécie, il a au moins eu le courage de retirer les terres. Moi je ne dis pas qu'il a retiré les terres des Blancs, des Blancs, mais il a pu retirer les terres des usurpateurs. Parce que la terre appartient aux Zimbabwéens. Ce n'est pas la terre des Blancs. Donc, moi, je vois que Robert Mugabe a fait son devoir pour son pays. Donc, et si cela le vaut le nom de dictateur, tant pis, les Européens. Mais voilà, monsieur Savadogo, quelle appréciation faites-vous de l'action des militaires de l'armée de Zimbabwe? Quelle appréciation? En tant que vous avez vu, beaucoup de pays ont passé à travers des situations, mais on n'a pas vu un tel acte. Quelle appréciation, vous, en tant que politicien, faites-vous de cet acte des militaires de Zimbabwe? En fait, il n'y a pas eu de versement, il n'y a pas eu de versement de sang. Constitution. Ouais. Et en principe, Mugabe ne doit céder son fauteuil qu'à la suite des organisations des élections présidentielles. Ouais. Mais si se trouve que il y a une dérive qui se passe dans le pays, l'armée quand même a le droit d'intervenir sur la scène politique pour essayer de restaurer l'ordre. Voilà. Et même ils l'ont pas qualifié de coup d'État. Ils sont en train de négocier avec le président pour qu'il y ait un changement, pour qu'il passe la main à son dauphin, à celui qui était qualifié de dauphin constitutionnel. Ouais. Donc, personnellement, moi, je ne trouve pas d'inconvénient à ça. L'essentiel est qu'on lui trouve une porte de sortie honorable, et que les institutions continuent de fonctionner, et que celui qui va prendre la relève puisse renforcer ses institutions, quoi, au lieu d'en faire une propriété familiale personnelle. Voilà, monsieur. Moi, je vois dans cette intervention des militaires. Monsieur Atisso, oui, vous avez vu le comportement de l'armée de choses. Une armée que Mugabe lui-même a formée, a créée et formée de toutes pièces. Et c'est cette même armée qui le renverse. Quelle est votre appréciation de cet acte de l'armée de Zimbabwe? Monsieur Kenao, je l'ai déjà dit, moi je ne qualifie pas ça de renversement, de coup d'État, mais c'est pourquoi je dis renversement. Simplement de rappel à l'ordre. L'armée, en agissant, veut empêcher Grace Mugabe de prendre les rênes après Mugabe.
Donc, à l'heure où nous sommes, je ne pense pas que Grace Mugabe a encore ses intentions. Et puis, ils ont démantelé son réseau de G40. De G40 et ils ont fait des arrestations. Et les forces de l'ordre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils sont là pour arrêter les criminels qui sont autour du président et qui sont en train d'asphyxier économiquement le pays. Voilà. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc moi je ne qualifie pas ça de coup d'État. Et voyant l'histoire de Mugabe et l'histoire de l'armée, la relation qu'ils ont, c'est pourquoi ils ont toujours un respect envers Mugabe et jusqu'à le laisser aller à l'université pour remettre le diplôme aux étudiants. Et c'est déjà quelque chose de honorifique pour Robert Mugabe, soi-disant en résidence surveillée, mais qui peut faire le déplacement et faire comme si de rien n'était. Voilà. Monsieur Savadogo, il y a une question que je voudrais vous poser. Alors, nous sommes dans cette situation, dans l'impasse totale, dans un statu quo total. Dites-moi, selon vous, quelle serait la porte de sortie de cette crise, si je peux ainsi l'appeler, au Zimbabwe? Vous parlez de sortie de crise? Oui, au Zimbabwe. Comment on peut sortir de cette situation? Quelles sont les équations de sortie pour que la vie constitutionnelle reprenne? Oui, bon, en fait, aujourd'hui même, il y a eu une grande marche qui a réuni pas mal de citoyens au Zimbabwe pour exiger le départ de Robert Mugabe. Bon, moi, je pense que il faut négocier et lui donner des garanties. Et je pense que si on lui donne des garanties, il pourra facilement céder à le fauteuil à celui qui était censé être son dauphin constitutionnel. Moi, je pense que si les négociations continuent et que les autres présidents au niveau de l'Afrique, particulièrement son grand ami Jacob Zuma de l'Afrique du Sud, je pense que s'ils interviennent, il pourra avoir la sagesse de se retirer calmement et puis de sorte à ce que le pays puisse continuer à fonctionner normalement. Atisso, selon vous, quelles sont les équations de sortie de cette crise? Bon, tout d'abord, on parlait entre-temps de l'Union africaine qui n'a pas réagi. L'Union africaine a confié la résolution de cette crise à la communauté de la sous-région qui est présidée actuellement par Jacob Zuma. Donc Jacob Zuma a envoyé ses émissaires à Harare. Ils ont rencontré les deux partis, les militaires, l'opposition. Et d'ailleurs, l'opposant principal, Morgan Tsvangirai, était aussi en Afrique du Sud. C'était hier qu'il est revenu. Donc, moi, à mon humble avis, vu cette situation, je pense que Robert Mugabe l'a déjà dit qu'il n'a pas envie de démissionner. Donc, s'il y aura une négociation, les militaires doivent avoir une garantie de Mugabe d'écarter sa femme de la scène politique de Zimbabwe, de rétablir le vice-président limogé unilatéralement. Je pense que ça peut faire la paix pour le moment. Et si Robert Mugabe a envie de démissionner, et s'il doit démissionner, que le vice-président revienne, prenne les rênes selon la constitution de Zimbabwe, pour si je ne sais pas si la constitution prévoit des transitions. Donc je sais que quand il est vice-président, quand le président n'est plus en fonction, c'est le vice-président qui prend le règne. Donc si Robert Mugabe peut leur garantir que les prochaines élections, il ne sera plus candidat et que sa femme ne sera pas candidat, c'est déjà bon pour entamer les négociations et dans quelles circonstances ils vont organiser les prochaines élections. Donc ce sera aussi rapidement fait. Et si ils ont à mettre une commission en place, ça serait bon. Mais il ne faut pas qu'ils
se tergiverse sur cette crise pour que ça amène quelque chose d'autre. Voilà, d'habitude, il y a des opportunistes. Voilà. En toute situation, il y a des opportunistes donc, qui vont se pointer et essayer de prendre la situation en main. Donc il faut qu'il évite tout ça là. C'est un problème entre l'armée et aussi au sein de la ZANU-PF, qui est le parti de Mugabe. Donc le linge sale, le linge sale se lâche en famille. Voilà. Donc il n'a qu'à... La solution primordiale, c'est d'arrêter les ambitions présidentielles de Grace Mugabe. Merci beaucoup. Voilà, monsieur Savadogo, vous ne pensez pas aussi que nous avons appris que la ZANU devrait avoir son congrès constitutionnel en décembre pour dégager le président du parti, et généralement le président du parti est le candidat du parti. Est-ce que ce n'est pas une autre équation de laisser Mugabe continuer en tant que président jusqu'en décembre, le mois prochain, et au cours du congrès du parti, le vice-président limogé peut devenir le président du parti, et comme ça, constitutionnellement, il est candidat le candidat de la ZANU-PF. ZANU-PF. Vous ne voyez pas que c'est aussi une possibilité? Et si on me demandait, moi, mon avis, c'est ce que je leur ai demandé de faire. Si les putschistes peuvent accepter le reconduire en tant que président dans ses fonctions, et le mois prochain, le parti organise son congrès, et le vice-président qui est en exil en Afrique du Sud revient et il reprend la tête du parti. Comme ça, la vie continue comme si rien n'était. Que pensez-vous? Ouais, moi, en fait, je ne connais pas les textes du parti, mais si vraiment ils peuvent s'entendre entre eux, que Mugabe ne change pas de position en cours de route, ouais. Bon, si il se rend compte qu'il est en position de force, il peut changer d'avis, et puis bon, le pays peut être replongé dans une situation difficile, quoi. Parce que selon mes derniers renseignements, à la suite du congrès, selon mes derniers renseignements, je pense qu'il est déjà rentré de l'Afrique du Sud. Hein? Voilà. Selon mes derniers renseignements, c'est que Grace Mugabe cherche à se faire élire présidente du parti en décembre. Comme ça, d'office, elle est candidate du parti. Oui. Vous voyez, oui. C'est ce qui a amené les militaires à étouffer, comme mon ami le dit, l'ambition de Grace dans l'offre. Voilà, évoluez un tout petit peu. Voilà, monsieur Atisso, vous avez dit que monsieur Robert Mugabe a fait quelque chose en Afrique que Nelson Mandela n'a pas pu faire, en Afrique du Sud. Que voulez-vous exactement dire par là? Et pour continuer, que voulez-vous dire? Ensuite, je vais poser ma question. Je voulais tout simplement dire qu'en Afrique du Sud, aujourd'hui, on a une cohabitation des usurpateurs et les autochtones. Ouais. Donc, Mandela a su faire de telle sorte qu'ils vivent ensemble. Et Mugabe a été plus radical que Mandela, et il a chassé les usurpateurs. Il a retiré les terres et qu'il a redistribué au Zimbabwe. Malgré que le Zimbabwe était au temps de ces usurpateurs, le grenier de l'Afrique, et que les autochtones n'arrivent plus à produire comme les Blancs, mais c'est salutaire. C'est comme ces couturiers qui disaient que nous préférons l'indépendance dans la pauvreté que la richesse dans l'esclavage. Donc Mugabe a su faire ça, et puis vous l'avez déjà dit que il a pris tout ça là au Ghana, auprès de Kwame Nkrumah. Donc c'est un panafricaniste, et si quelqu'un se dégage comme un panafricaniste, on sait comment les Occidentaux les traitent. Et Mugabe ne mâche pas ses mots, il dit tout simplement ce qu'il pense, et des vérités qui blessent ces usurpateurs. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'appelle que Mugabe a fait quelque chose au Zimbabwe que Mandela n'a pas pu faire. Parce que Mandela a négocié avec les usurpateurs et les a laissés
en Afrique du Sud et on voit comment la société autochtone est marginalisée aujourd'hui et comment les Blancs arrivent à s'imposer et même des actes raciaux qui prévaut aujourd'hui en Afrique du Sud, toujours. Donc Zimbabwe et Mugabe a su éviter cela au Zimbabwe. Alors selon vous, Robert Mugabe est-il un héros africain ou un héros zimbabwéen? Je l'ai déjà dit et je le répète toujours, Robert Mugabe, c'est un héros. Et quand je serai, ça devenait que je ferai la politique, j'adopterai la politique de Mugabe. Monsieur Savadogo, vous êtes là? Oui. Voilà, la question, je vous la retourne. Vous savez, Robert Mugabe a connu des bails de haut. Et selon certains, c'est un dictateur, selon d'autres, c'est un héros. Vous, en tant que politicien africain, Robert Mugabe représente quoi pour vous? Un héros ou un dictateur ou un citoyen africain? Bon, en fait, pour moi, c'est un héros, puisque, bon, vu les conditions au début de la Rhodésie, bon, où les Blancs représentaient seulement à peu près 1% de la population, Ouais. et qui arrivaient à s'imposer, marginaliser la majorité noire. Ouais. Et puis Mugabe a su, avec l'aide de ses autres, mener le combat jusqu'à la libération totale du pays. Ouais. Moi, je pense qu'on est en droit de lui coller l'étiquette de héros. Merci. Ça, c'est un. Deuxièmement, bon, pour ce qui est de la redistribution des terres, on dit que bon, le pays est tombé dans une situation de déficit alimentaire parce qu'il a récupéré les terres. Mais pas seulement ça. Parce que juste quand il a récupéré les terres, là, on a imposé des sanctions sur le Zimbabwe. Moi, je dirais même, il y a eu du sabotage. Il y a eu du sabotage. Quand vous appelez sanction, moi, j'appellerais ça sabotage. Il y a vraiment du sabotage de l'économie de Zimbabwe. Les Occidentaux ont contribué à saboter. Sinon, c'est pas le retrait des terres des mains des Blancs qui a occasionné ce déficit alimentaire. C'est le sabotage. Voilà. Bon, comme on le dit, les Occidentaux, quand tu t'attaques à leurs intérêts, bon, automatiquement, on te qualifie de dictateur. Ouais. Et c'est les sanctions qui commencent à pleuvoir. Ces sanctions-là qui ont conduit à cette situation catastrophique au Zimbabwe. Parce que les fonds que le FMI et la Banque mondiale devaient débloquer pour continuer à financer l'économie du pays ont été bloqués. Donc c'est cette incidence financière là qui a posé ce chaos. Voilà. Bon, en dehors de ça, moi je dis que Mugabe est vraiment un héros. C'est un fils africain. Parce qu'il a su mener le combat pour la libération de son peuple. Voilà, maintenant, je voulais tout simplement faire une analogie à ce que Alassane disait. Et effectivement, les Occidentaux ont contribué à asphyxier économiquement le Zimbabwe. Et ça me rappelle, j'invoquais tout à l'heure Sékou Touré, quand Sékou Touré avait sorti la Guinée du franc CFA. Avec sa propre monnaie. Qu'est-ce que les Français ont fait? Ils ont injecté de faux billets en circulation en Guinée pour asphyxier l'économie guinéenne. C'est de la même façon ils ont fait par leur méthode pour asphyxier le Zimbabwe. Donc il ne faut jamais être panafricain. Et puis il y a une citation de Kémy Séba que j'aime beaucoup. Les Africains sont autorisés à aimer tout le monde. Et c'est bon. Mais quand ils commencent par s'aimer entre eux, ça devient problème pour l'oligarchie. Les qualifie de racistes. De dictateurs. Voilà. Voilà, monsieur Atisso, vous avez prononcé le mot panafricanisme, panafricain. Alors, on vient d'arrêter, on vient de faire tomber une grande figure du panafricanisme. Mais il se fait que les activistes africains, les panafricanistes africains ne se sont pas levés comme un seul homme pour soutenir Mugabe. Est-ce à cause de son âge? Est-ce à cause de l'attitude de sa femme? Ou bien sont-ils aussi silencieusement complices
de la chute d'un grand panafricaniste. Je ne les ai pas vus. En principe, moi, je m'attendais et j'attendais voir des manifestations à travers l'Afrique, des manifestations de Lomé en Afrique du Sud, en passant par Cairo, et Tunis, Morocco, Libye. Monsieur Mais Kenao, je ne vois pas ces activistes, je ne vois pas ces panafricanistes, je ne les vois pas, M. Atisso. Qu'allons-nous faire? Allons-nous taire? Parce que c'est le dernier rempart. Monsieur Voilà. Kenao, Ouais. vous appelez qui panafricaniste? Tous ceux qui Qui pensent. activiste? Et Voilà. qui les finance? Ok. Ces activistes. Voilà, je m'étais. Donc, moi, il faut bien distinguer les choses. Ceux qui se disent activistes, qui les financent? Et quelle est leur mission? Ok. Donc, moi, je n'aime pas le mot activiste, mais plutôt le mot panafricain. Où sont-ils alors? Où sont-ils? Ils sont Voilà. nombreux. Les activistes ne sont pas des panafricains. Ils ne sont pas des panafricanistes. Oh, Selon moi, ils ne sont pas des panafricanistes. Puisque ces gens qui se disent activistes, ils ont une mission. Ils ont des financements qui viennent d'où? Donc, il faut voir. Donc, il faut une différence entre panafricaniste et activiste. ok. Quand tu me parles de panafricaniste, j'ai évoqué le nom de Kémy Séba. Ouais. Kémy Séba, c'est un vrai panafricaniste. Et je sais que, à l'heure où nous parlons, il est contre l'ingérence de la France en Afrique. Et il le dit publiquement. Quel activiste tu connais et qui, qui dénonce Pas encore. les pratiques de la France, Pas encore. les pratiques des États-Unis Pas envers encore. l'Afrique? Pas encore. Donc, Je n'ai pas encore vu. il faut essayer de mettre une différence entre activiste et panafricaniste. Moi, je suis un panafricaniste. Je connais. J'ai dénoncé l'assassinat de Kadhafi. J'ai dénoncé ça. Parce que si je pose cette question, c'est justement parce que le cas de Gaddafi est arrivé, tous les panafricanistes ne sont pas... Ils se sont tués. Voilà, j'ai dénoncé l'extradition de Kémy Séba du Sénégal. J'avais dénoncé ça. Je dénonce, je continue pas à dénoncer l'ingérence. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, il faut essayer de commencer par différencier les vrais panafricanistes des activistes Ok. qui sont à la solde de quelqu'un qui les finance. Merci beaucoup. Voilà, monsieur Savodogo. Oui. Vous savez, il vient de tomber Robert Mugabe. Pourquoi qu'on dise qu'il est en résidence surveillée, qu'il est libre de ses actions, il n'est pas président tout compte fait. Il n'est plus président tout compte fait. Alors, avec cette chute de Robert Mugabe, ne pensez-vous pas que le dernier rempart de la résistance africaine Oui. face à l'impérialisme et au néocolonialisme, qu'il n'y a plus un rapport, que maintenant c'est une route ouverte pour faire de ce qu'on veut de l'Afrique? Oh, ouais, bon, en fait, vous voyez pas, un homme vient au pouvoir, quand même, il vient avec une dose de son... il y met dans la conduite des affaires une dose de son caractère. Ouais. Et Mugabe a su mettre dans la conduite des affaires une dose de son caractère, son refus à la domination. Ouais. Bon, maintenant, comme le vice-président, si en tout cas le vice-président, ou bien bon, un de ceux qui ont combattu avec lui arrivé au pouvoir, moi je pense qu'ils vont toujours adopter une certaine stratégie. L'Angleterre s'y oppose déjà. Hein? Avec, L'Angleterre s'y oppose déjà. L'Angleterre s'y oppose déjà à ce vice-président. L'Angleterre clairement dit qu'il ne faudrait pas qu'on mette au pouvoir un autre dictateur. Dictateur non élu. Non élu. oui. Voilà. Ouais, bon, justement, bon, c'est aux Zimbabwéens maintenant de faire leur choix. Ils estiment que, bon, quelque part, Mugabe a fait un bon travail. Et que, bon, la déviation est due au comportement de sa femme. Bon, c'est à eux d'accepter les textes pour dire que le vice-président va prendre la relève. Tu vois? C'est pas parce que, comment on appelle ça,
c'est pas parce qu'il a été de la lutte qu'on va dire qu'il est un dictateur. Bon, pour les Occidentaux, un dictateur, c'est quelqu'un qui s'attaque à leurs intérêts. Bon, et ils ne voient pas ça en quelqu'un qui oppresse son peuple. Voilà, monsieur Savadogo, un instant. Vous nous avez dit qu'il y a une marche, une grande marche à travers Harare aujourd'hui, qui demande la démission de Robert Mugabe. Est-ce à dire que le peuple, une partie du peuple de Zimbabwe, n'apprécie pas le travail de Robert Mugabe ou quoi? Ça, moi, j'appelle ça une ingratitude d'un peuple. Si les gens sortent... En fait, c'est peut-être le comportement de sa femme avec la corruption galopante dans son entourage là, qui est en train d'occulter le travail que Mugabe a fait. Sinon, il était aimé à ses débuts. Mais comme vous le savez aussi, la nature humaine a horreur de la monotonie. Donc je me dis que quelque part on reconnaît le travail qu'il a fait, mais seulement on veut que quelqu'un d'autre prenne la relève. Peut-être ça va atténuer les effets de la corruption. Voilà, et tu sais, moi ma crainte, c'est que ce peuple, jusqu'à présent paisible, ne tombe pas dans le cas de la Libye. Oui. Moi, c'est ma crainte. Parce que cette cartographie, c'est-à-dire qu'il a tellement incarné le pays que le faire quitter brusquement comme ça, ça peut créer un vide. Moi, j'appelle ça, même s'il y a quelqu'un à la tête, ça peut créer un vide, un chaos. C'est ma crainte. Ce n'est pas parce que je voudrais... Voilà pourquoi moi, je dis que j'ai horreur de l'oreille, parce que on a tendance à se confondre aux institutions en place. En place, voilà. Voilà. Bon. Voilà. Donc, quand on est au pouvoir, il faut qu'on essaie de tout faire pour consolider les institutions. Là, celui qui va prendre la relève a une ligne à suivre. Bon, c'est ce qui fait que moi je déplore les longs règnes, sans pour autant, sans vision de renforcer les institutions. Bon, il peut y avoir un peu de difficultés. Bon, mais je me dis que si les vétérans qui ont combattu avec moi et avec Mugabe suivent de près, ils peuvent éviter certains désagréments. Et ils ont aussi l'association des vétérans qui ont combattu aux côtés de Mugabe ont aussi demandé à Mugabe de démissionner. Donc c'est quelque chose que... Bon, ce que moi je vois, c'est que le vice-président qui vient d'être démis par Mugabe, c'est quelqu'un aussi qui connaît la maison. Et il est en bonne relation avec les militaires qui, avant le 15, quelques jours avant le 15, avaient menacé qu'ils vont intervenir. Ils ne se sont pas levés pour faire le coup en même temps. Ils avaient menacé qu'ils vont intervenir pour mettre l'ordre dans la maison. Donc moi je vois que si le vice-président revient et prend la place, je vois que c'est toujours la continuité et que petit à petit, et s'il y a des changements à faire dans le pays, ils vont le faire. C'est d'ailleurs comme en Angola aujourd'hui, le président Lorenzo qui commence par faire l'aménage. Il a déjà limogé la compagnie pétrolière. La première fille. Voilà. Monsieur Atisso, vous êtes vraiment un panafricaniste. Vous n'avez pas besoin de le prouver. Vous agissez, on le voit ici à Minnesota. Est-ce que vous pensez qu'avec la chute de Robert Mugabe, c'est le dernier des résistants face au néocolonialisme? Est-ce que vous pensez que quelqu'un d'autre sortira de sitôt pour incarner cette résistance panafricaniste? Monsieur Kenao, Robert Mugabe est un grand panafricaniste et avec sa chute, je ne dirais pas qu'il y a des gens qui ne vont pas sortir. On a déjà un certain Kémy Séba. Et je dirais même que moi, j'appelais même l'ancien Poutis guinéen, Dadji Camara. C'est un panafricaniste. Moi, je l'avais appelé un autre Sankara. Quand les Européens ont vu en lui un autre Sankara, c'est pourquoi ils ont comploté et fait toutes ces choses en son nom. Et aujourd'hui, il est prêt à répondre devant la justice guinéenne. Donc, ça montre que c'est un autre panafricaniste. Et aujourd'hui, avec l'avènement de l'Internet,
tout ce qui se passe en Libye actuellement, avec la vente aux enchères des Noirs, Voilà. ça ressuscite toute l'Afrique. Et que bientôt, nous allons voir non seulement un autre panafricanisme, mais des panafricanistes. Mais c'est ce que je souhaiterais, qu'on ait des panafricanistes, non un panafricaniste. Voilà. Avec cette plénitude de panafricanistes, il sera très difficile de corrompre tout le monde. Voilà, à la fois. À la fois. Voilà. Vous ne pouvez que corrompre une ou deux personnes, mais si tout le monde a la même philosophie, la même idéologie, ça sera très difficile. Enfin, c'est mon point de vue. Monsieur Savadogo, je pense que nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Maintenant, quels sont vos souhaits au peuple zimbabwéen dans ces moments difficiles? Bon, en fait, moi, mon souhait, c'est de continuer les négociations pour que Mugabe passe la main, et, bon, de sorte que les institutions du pays fonctionnent toujours comme il se doit. Bon, sinon, si il y a des persistances, il est en résidence surveillée. Ouais. C'est comme si, en fait, le pays n'est pas géré et ça peut plonger le pays dans une seconde crise. Et donc, moi, je pense que, bon, si j'ai un appel à lancer, c'est essentiellement à son supporter le plus farouche qui est Jacob Zuma. Et vu vraiment la volonté du peuple zimbabwéen pour qu'il se mette de côté, bon, qu'il accepte, il accepte en toute liberté cette volonté-là. Bon, et de sorte à sortir par une grande porte, quoi, et laisser le pays fonctionner normalement, sans une incidence très grave. Voilà, M. Atisso, vous ne pensez pas que si la situation perdure, un certain Gueye peut sortir et la situation devenue chaotique encore une fois? Je ne pense pas que la situation va devenir chaotique. Et de la façon où les négociations sont entamées, je pense qu'il y aura très bientôt retour à l'ordre public, à l'ordre constitutionnel, je dirais. Et puis, j'exhorte tous les Zimbabwéens à mettre l'intérêt du peuple en avant dans les négociations pour aboutir à une solution viable pour les Zimbabwéens. Et peut-être je vais ajouter quelque chose qui va vous surprendre, et ça ne concerne pas le Zimbabwe. Ouais. Si quelqu'un comme moi se lève aujourd'hui et je vous dis que l'Afrique du Sud aussi, tôt ou tard, va devenir comme le Zimbabwe, et que les Blancs n'habiteront plus l'Afrique du Sud, et vous allez peut-être me dire que c'est un rêve utopique, mais j'ai la conviction que ça va arriver un jour. Et si on voit, quand nous, Africains, nous allons en Europe, ils nous appellent, ils nous disent qu'on est venu pour les envahir. Ils nous appellent les immigrés. Mais quand eux, ils envahissent nos territoires, ils nomment ces territoires des territoires arc-en-ciel. Donc, c'est quelque chose que les nouveaux panafricanistes doivent travailler dessus. Si je comprends, vous avez ça dans vos agendas. Voilà, pour qu'il n'y ait plus des États arc-en-ciel en Afrique. Merci beaucoup. Ok, merci, chers téléspectateurs. C'est sur ces mots que nous vous prenons congé. Nous demandons et nous vous disons merci. Alors, Monsieur Savadogo, encore une fois, merci pour votre contribution, pour votre appel. Nous avons été édifiés avec toutes les informations et avec vos contributions. Monsieur Savadogo, encore une fois, et infiniment merci. Monsieur Atisso. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Monsieur Atisso, merci encore pour avoir accepté l'invitation et être avec nous ici. J'espère que ton rêve ne sera pas utopique et que ton rêve sera une réalité demain pour que les fils et les filles sud-africains puissent retrouver totalement et complètement et entièrement leur terre et en jouir et en faire de ce qu'ils veulent. Et chers téléspectateurs, vous qui avez suivi à la maison, si vous avez des commentaires à nous faire, si vous avez des suggestions à faire sur cette émission qui avait pour thème la situation au Zimbabwe avec la chute de Robert Mugabe, appelez le 612, le 400,
le 454 et puis le 72 00 pour nous laisser vos commentaires, pour nous dire que vous avez apprécié l'émission, vous avez fait ceci, voilà. Et sur le Facebook aussi, faites partager le link avec tous ceux, avec vos amis, faites partager le link, faites partager le message de Tempo Afrique TV. Serge Niawa vous retrouve la semaine prochaine, le samedi prochain dans ce studio. Moi, Yves Kenao, je vous remercie et à bientôt. N'oubliez pas d'être toujours sur Tempo Afrique TV. Et comme quelqu'un nous dit, que Dieu vous garde et on vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Chers téléspectateurs, votre émission Grand Débat passe sur Tempo Africa. Restez toujours connectés car nous vous apportons les réalités de l'Afrique. Votre animateur principal est Serge Niawa qui est toujours là pour être connecté avec vous. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Téléphone 612 729 01 76. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la